Bonjour et bienvenue dans ce cours à distance qui va traiter du packaging. Alors le packaging, je vous rappelle que le packaging, nous allons traiter sous l'aspect des produits de technologie du vivant auxquels vous êtes assigné. Aussi, je vous propose de reprendre votre produit et on va travailler à partir de ces derniers. Je vous donne ici quelques pistes pour traiter du packaging que vous allez bien sûr appliquer sur vos produits. Alors déjà, avant de commencer à traiter le packaging, il faut vraiment réfléchir là où vous avez toujours commencé, c'est-à-dire avec le public cible. À savoir ici, si vous regardez l'exemple de Pepsi qui a réfléchi en fonction de 3 publics cibles bien différents pour ces différents produits et qui l'a habillé de couleurs extrêmement différentes. Si vous regardez le noir, enfin voilà, du noir au gris en passant par le bleu. Et c'est vrai que pour chacun de ces produits, il y a un public cible différent, il y a un visuel qui est différent, mais finalement une identité visuelle grâce au logo qui reste cohérente. Donc c'est à travers ça qu'on va traiter le packaging. Le packaging, c'est 3 notions. La première, et c'est celle que vous allez devoir développer, les autres, on va les laisser un petit peu de côté. Première notion, l'emballage primaire, c'est vraiment le contenant de chaque unité, c'est l'unité de consommation telle qu'on la comprend, c'est un pot de yogourt, c'est un emballage de céréales, c'est un pot de confiture, c'est voilà, un emballage pour un produit que vous allez consommer. L'emballage secondaire, par contre, c'est celui qui va regrouper plusieurs unités de consommation. Des fois, c'est usuel, comme par exemple les yogourts. C'est souvent qu'on en a au minimum 2 ensemble, voire 4, voire 6. Alors que ça peut être particulier, par exemple les shampoings. Normalement, on les achète seuls, mais on peut avoir un emballage secondaire qui va nous les proposer par 2 ou par 3 pour une promotion, par exemple. Enfin, dernier élément, l'emballage tertiaire, lui, il est moins en contact direct avec le consommateur final puisqu'il a comme objectif de permettre le transport, la logistique, etc. des produits. On va parfois les apercevoir, par exemple, dans le hard discount, Lidl, Aldi, etc., où on voit plus facilement ces emballages tertiaires qui sont là pour la manutention et qu'on retrouve néanmoins en magasin. Donc nous, notre focus, il est clairement sur l'emballage primaire. Cet emballage, il a 2 aspects fondamentaux, c'est ce qu'on appelle le contenant et le décor. Donc le contenant, c'est quoi? C'est vraiment tout ce qui va permettre de tenir le produit. Alors parfois, le contenant, on n'en a pas besoin. Si vous vendez des produits unitaires, comme par exemple une pomme, est-ce qu'on a besoin d'un emballage et d'un contenant pour une pomme? Pas nécessairement. Et d'autres fois, il est absolument nécessaire, comme par exemple pour de l'eau, vous avez absolument besoin d'un contenant pour la transporter. Donc, c'est vrai qu'en fonction du produit que vous avez des produits, vous, qui êtes très différents. Donc, on aura un packaging au niveau du contenant qui est nécessaire ou alors qui est facultatif et qui apporte de la valeur. Pour les pommes, par exemple, on va pouvoir trouver un packaging qui va regrouper 6 unités de vente ou alors des sachets pour mettre ensemble une certaine quantité ou un certain volume à la vente. Le décor, c'est tout autre chose. C'est ce que vous voyez plutôt sur la gauche. Ça veut dire ici, on a un co-branding entre Durex et le Festival de Perpignan où on va communiquer avec notre cible sur des valeurs qu'on veut transmettre. Alors, ça peut être sur des informations, ça peut être sur la marque simplement, ça peut être sur des durées de validité. Là, on voit qu'on a un numéro de téléphone, etc. Donc, le décor, c'est vraiment la partie marketing la plus forte parce que le contenant, vous avez souvent des contraintes techniques, alors que dans le décor, vous aurez des contraintes légales, des mentions que vous devrez mettre, comme le poids, comme la provenance, etc. Ça, ces contraintes vous seront données par les ingénieurs. Par contre, pour l'aspect visuel, vous êtes quasiment totalement libre. Ici, vous avez un exemple où on a ajouté de la valeur simplement au produit à travers l'emballage. Exemple, Aptamil qui était un carton. Imaginez les cartons de céréales. On avait un carton de ce type-là, peut-être un petit peu plus petit. Et on a passé à une boîte plutôt ronde. Et cette boîte, en fait, elle a une innovation majeure qui est faite non pas sur le produit, mais sur le couvercle. Et si vous regardez le couvercle, en fait, ils lui ont rajouté 2 fonctions. La première, c'est qu'il peut s'ouvrir avec une seule main tout en se refermant de manière hermétique aussi facilement qu'un carton ne permet pas. Dans le carton, il faut imaginer que vous avez, avant d'avoir directement le lait, vous avez un sachet en alu. Ici, on a une boîte qui ressemble plutôt à ce qu'on pourrait trouver pour les briques de lait, par exemple. On a un revêtement qui est directement à l'intérieur du carton qui protège le produit. Et puis, sur ce couvercle, vous avez directement la cuillère nécessaire au dosage qui est intégrée au couvercle, donc on peut la prendre et l'enlever facilement. Et enfin, vous avez j'appelle ça une réglette, qui vous permet de doser exactement le contenu de la cuillère de manière à ce qu'elle ne soit pas surdosée. Donc, on voit qu'à travers un avantage produit uniquement basé sur le packaging, on peut augmenter la valeur du produit pour le client et en tout cas sa praticité. Donc, quand vous avez votre contenant et votre décor, il y a plusieurs éléments que vous allez devoir analyser et ça, pour votre projet, ce sera fondamental. Donc, vous devez définir quels matériaux vous allez utiliser
Et si je reviens à Aptamil tout à l'heure, vous avez vu qu'il y a vraiment deux composants. Il y a le composant de la boîte en elle-même et il y a le composant du couvercle. Vous devez réfléchir à la forme que vous allez lui donner, si vous voulez un pot, par exemple, qui pourrait être en verre, ou si vous préférez une boîte en carton. Vous devez réfléchir au système de bouchage ou de fermeture, réfléchir aussi à son utilisation. Est-ce que c'est une utilisation unique? Exemple, un yogourt, une fois qu'on l'a ouvert, inutile de le refermer. Ou est-ce que c'est un produit qui va être ouvert et fermé à plusieurs reprises? Exemple, le tube de moutarde, par exemple. Et puis de l'autre côté, vous avez le décor, où vous avez, ce qui est important, bah, évidemment, c'est le graphisme que vous allez choisir, qui doit rester en coordination ou en tout cas en accord avec votre corporate design à vous, entreprise, donc qui doit reprendre évidemment votre logo. Les couleurs doivent être en adéquation avec votre entreprise, avec votre corporate, mais également avec la cible, repensez à Pepsi. Les textes que vous allez mettre doivent être validés. Ça veut dire que là, il vous faudra de l'aide des ingénieurs qui vous donneront d'ailleurs les mentions légales et les allégations santé que vous pourrez utiliser pour vos produits alimentaires. Et enfin, on voit juste l'étiquette qui est l'information que vous allez avoir besoin parce que votre produit sera vendu en libre service. Donc, il va devoir communiquer encore au consommateur final des éléments supplémentaires comme le poids, comme le prix. Éventuellement, le prix, on l'a de moins en moins sur l'étiquette, mais on le trouve encore comme un code barre pour référencer et scanner les produits, comme une provenance, comme une date de péremption, etc. Donc, on voit que l'étiquette, elle est très, très riche. Les fonctions que vous allez devoir remplir, donc le packaging remplit deux types de fonctions complètement différentes. Une fonction qui est plutôt liée évidemment au contenant, c'est la fonction, les fonctions techniques qui visent la protection et la conservation du produit. Et puis de l'autre côté, on a les fonctions de communication. Alors, je ne sais pas si je peux me déplacer, non, je ne peux pas me déplacer, mais je vais vous les lire. Donc, les options de communication, c'est l'expression du positionnement, l'information au client, l'impulsion à l'achat. Donc, c'est vraiment des choses que vous allez devoir mettre en place pour donner envie au client au moment où il se trouve en grande surface, c'est-à-dire dans le commerce de détail, d'acheter ce produit plutôt qu'un autre. Évidemment que vous êtes seul en tant que consommateur au rayon des moutardes. Pourquoi est-ce que vous allez choisir Tommy plutôt qu'Amora ou Maille? C'est le packaging qui va avoir un gros rôle d'incitateur à l'achat sur le point de vente. Donc, une petite maxime, si je peux dire ça comme ça. Donc, pourquoi est-ce que c'est important le packaging aujourd'hui? Ça a toujours été important, mais aujourd'hui, la majorité des produits se vendent en grande surface. Donc, avoir un packaging qui claque, comme on dit, c'est extrêmement important. Donc, en quoi c'est important? On a vu, c'est l'importance du libre service, la banalisation de certains produits. Là, vous voyez à gauche, c'est je ne sais pas si vous le devinez d'ailleurs, ce que c'est comme packaging, c'est du thé. Alors, vous remarquez qu'ils ont dû faire ça en deux étapes. Ils ont rajouté le sachet de thé en bas à droite parce que franchement, si vous n'avez pas cette indication, c'est assez difficile de savoir de quel type de produit il s'agit. Vous aurez un indice, évidemment, c'est le rayon dans lequel vous vous trouvez, mais a priori, sans avoir d'indice sur le contenant, vous voyez que c'est des herbes ou quelque chose comme ça, mais voilà, on ne voit pas immédiatement que c'est du thé, alors qu'en bas, en vous mettant un sachet, donc on sait un petit peu plus à quoi s'attendre. Et là, on voit qu'au niveau du packaging, vous avez deux choses intéressantes. Vous avez un sachet, bien évidemment, qui tient le thé de manière à ce qu'il ne s'éparpille pas dans la tasse ou dans la théière, je cherchais le mot. Ou alors, vous avez un deuxième packaging qui est le deuxième emballage qui va protéger votre sachet, qui lui-même protège le thé. Et enfin, vous avez la boîte en carton dans laquelle vous allez retrouver, pour ce cas-là, 20 sachets. Donc, on voit que c'est quelque chose d'assez complexe. On voit aussi que l'utilisation du sachet, une fois utilisé, on le jette. Donc, à vous de réfléchir aussi par rapport à vos produits. Est-ce que l'utilisation, elle est pérenne? Est-ce qu'on va réutiliser le produit? Est-ce qu'on va le jeter après une utilisation? Est-ce qu'on va utiliser, dans ce cas-là, absolument pas pour le thé, toute la boîte ou seulement une partie? Donc, c'est des réflexions que vous devez avoir. Et puis enfin, n'oubliez pas que le packaging exprime le positionnement. Et si vous voyez le thé que vous avez ici à gauche, vous voyez qu'on a une typographie assez moderne, assez neuve. On a deux fois le mot vegan qui est mis en avant, soit par un logo, soit par une écriture. On a le côté bio, santé, etc. Donc, on voit qu'on pousse quand même de ce côté-là, alors même que ce n'est pas une grande marque qui fait ce produit, et c'est une marque de distributeur puisqu'elle est vendue sous le label Coop. Alors, quelques exemples ici, donc je vous les ai pris, je vous les laisserai peut-être découvrir. Donc, vous en avez un qui est caché par ma tête, c'est celui d'Hugo qui a revu toute sa stratégie d'étiquetage en fait cette année. Donc, ils ont commencé, ils n'ont pas toute la gamme qui est encore revue, mais ils ont commencé à revoir tous leurs produits en mettant bien en avant Hugo plutôt que Hugo Reitzel, en disant voilà, c'est Hugo. Et puis, on le voit très fortement avec la description du produit qui arrive en deuxième plan. On a au-dessus d'Hugo, on a Nespresso, évidemment, où on a un packaging très haut de gamme, où le produit est comme dans un écrin, c'est presque un bijou.
On a un packaging complémentaire avec le collector là-haut de Deviant qui avait demandé à Jean-Paul Gaultier de lui faire une bouteille collector. Et là, on avait l'obligation d'avoir 2 bouteilles pour voir l'entier du packaging, ou alors il fallait tourner la bouteille pour avoir la vision dans son ensemble de ce qui avait été fait. Des packagings historiquement quasiment indémodables, ou en tout cas intouchables, comme le Magic. Et puis là, je vous ai mis avec B6, vous avez un emballage tertiaire qui est fait pour le conditionnement, qui est fait pour la manutention et qui n'est pas un emballage de vente. Canard WC où on voit bien l'avantage, etc., etc. Là, vous avez un exemple, c'est pas tout à fait un packaging, mais c'est un support à la vente. Donc, vous avez un Lego qui avait fait un travail sur le visuel pour emballer ses produits vendus avec pour idée de marquer un peu les esprits. Donc, vous voyez, quand le sac est porté, comme les poignées sont à l'intérieur, bah, ça donnait l'impression que vous aviez une main Lego. Et ça avait un petit côté sympa, je trouvais sympa à relever. Mince, si je suis nouveau avec ma tête sur le produit, qu'importe, c'est des sachets de thé et qui ont été un échec. Pourquoi? Parce que ces sachets de thé, en fait, ils ont la forme d'un sachet de sucre, en fait. Le sachet de sucre que vous allez essayer d'ouvrir, alors que ce sachet-là, vous ne devez pas l'ouvrir. Et puis le sachet de sucre que vous videz à l'intérieur de la tasse. Donc là, pourquoi c'est un échec ce packaging? Parce que, les gens avaient l'habitude de vider le sachet dans la tasse. Si vous le faites, vous avez le thé qui va se retrouver dans la tasse. 2, vous avez l'habitude d'avoir une touillette pour touiller le thé. Là, l'idée, c'était que le sachet en lui-même serve de touillette et puis après, on l'enlève. Or, on n'a pas très envie de mettre ça dans son thé parce que justement, le sucre, c'est l'intérieur qui va passer dans le thé, c'est pas l'extérieur. Donc là, on a l'impression c'est pas très propre, on ne sait pas trop. Donc cet emballage-là, finalement, qui est très chic, qui est très beau, moi, je l'ai trouvé magnifique, on peut lui mettre un petit doute sur la rencontre qu'il va avoir avec son public et son consommateur parce qu'il casse des codes, il en casse tellement que finalement, il risque bien d'être en décalage avec ce qu'on attend de lui. L'étiquetage, à vous de regarder. Donc là, je vous renvoie plutôt à vos collègues. Donc si je bouge trop ma tête sur ce qui est écrit, pas de souci. Vous avez tous les slides, évidemment, qui sont en PowerPoint sans la vidéo. Donc simplement, revoyez avec les ingénieurs qui sont dans votre groupe pour savoir ce que vous devez mettre sur l'étiquetage, c'est important. Regardez aussi l'originalité, la créativité que vous pouvez mettre dans l'étiquette. C'est pas toujours possible. Des fois, vous êtes limité par ce que peut faire le commerce de détail où vous êtes vendu. Si c'est vous qui imprimez l'étiquette pour la coller sur le produit, là, vous êtes assez libre de ce que vous pouvez faire et être effectivement un petit peu plus créatif. Pensez, et là, c'est un peu des pistes comme ça pour vos produits, que vous pouvez proposer des packs, les packs avec différentes variétés, différentes aromatisations de vos produits, ce qui est le cas ici. Vous pouvez, là, il y a d'autres exemples encore avec les fonctions. Est-ce que c'est la fonction technique ou de communication qui est la plus importante? Je vous propose d'en débattre entre vous. Si je prends le cas simplement 4 de Pompot, le produit est exactement le même que quand il était servi dans les pots individuels avec un opercule en alu. Simplement, là, on a donné vraiment une fonction technique d'usage du produit complètement dingue avec un produit qui remplit ses fonctions de mobilité puisqu'on peut le transporter pour un goûter pour un enfant, par exemple. On peut l'ouvrir et le refermer à plusieurs reprises. Et puis, voilà, vous pouvez le mettre dans le sac, c'est beaucoup plus facile et en tout cas moins salissant qu'un yogurt standard. Donc, la réflexion, vous pouvez la faire pour l'ensemble des produits. Je vais vous laisser faire ça. L'exercice aussi, je vous le laisserai, c'est un petit cadeau pour vous. Donc, typiquement, si vous avez un produit complètement dématérialisé, comme un logiciel, comment faire un packaging? Vous voyez que les marques doivent réfléchir. Parfois, il n'y a même rien dans ce packaging. Il faut imaginer, il y a 10 ans, on va dire, on mettait un CD-ROM à l'intérieur. Aujourd'hui, vous voulez mettre quoi dans ce packaging? On sait que le logiciel sera téléchargeable sur un site. Donc, comment est-ce qu'on l'emballe? Comment est-ce qu'on lui crée un visuel? C'est assez compliqué finalement parce que vous devez vendre quelque chose qui n'existe pas physiquement. Donc, il faut que le consommateur retrouve vraiment l'univers de la marque créée dans le logiciel à travers le packaging. C'est un travail qui est assez complexe quand même. Et puis, quand vous avez fini de réfléchir à tout ce packaging, on va vous dire, et vos gammes, alors, comment est-ce que vous allez gérer votre gamme? Alors, vous avez déjà des gammes annoncées, par exemple, pour les mousses, où on sait que vous aurez plusieurs arômes possibles. Donc là, vous avez une largeur de gamme annoncée. La gamme, on peut la définir soit dans sa largeur, soit dans sa profondeur. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est simplement la manière de classer les produits en fonction du prix, mais aussi en fonction du positionnement que vous avez choisi. Donc ici, je vous ai pris l'exemple de Barilla qui a une largeur de gamme qui est énorme. Largeur de gamme,
comme son nom l'indique, hein, je vous le montre, mais c'est la largeur. Ça veut dire que c'est plusieurs familles de produits différents qu'on va offrir. Et là, vous vous rendez bien compte qu'en fonction du commerce de détail dans lequel c'est vendu, on n'aura pas toutes ces gammes possibles. Il y a parfois des magasins qui prennent certaines gammes et pas toutes. Actuellement, nous sommes en crise du Covid. Barilla a communiqué qu'ils arrêtaient de produire toutes les gammes spéciales, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas la première gamme, la traditionnelle, pour se concentrer sur cette traditionnelle de manière à produire plus. Donc, ils font plus les produits spéciaux, ils se concentrent vraiment sur cette première gamme de manière à pouvoir nourrir plus de monde, vu que vraisemblablement les pâtes et le papier de toilette sont les deux éléments qu'on consomme le plus en période de crise. Donc là, vous voyez bien qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 gammes différentes. C'est pas fini, hein. Il y en a encore d'autres chez Barilla, il y a encore les sauces, etc. Mais on voit qu'il y a une très grande largeur. Et après, on parle de profondeur. Ça veut dire que dans chacune de ces catégories, est-ce que j'ai plusieurs déclinaisons de produits? Alors là, vous allez dire évidemment, si vous prenez la classique, vous avez les penne, les fusilli, les spaghettis, les rigatoni, enfin, vous avez tout ce que vous voulez. Donc, vous avez une gamme qui est très, très large et très, très profonde. Ici, on a la profondeur pour les chocolats ou pour le scotch en haut à droite. Donc, vous voyez que pour un même produit, simplement le fait de l'offrir en des largeurs différentes, c'est ce qu'on appelle la profondeur de gamme. Voilà, donc après la politique de gamme, vous allez choisir si vous voulez être dans du haut de gamme, du moyen de gamme ou du bas de gamme. Ça dépend un peu de ce que vous allez faire. Ce qu'il faut savoir, c'est que souvent le niveau de gamme est lié à un prix comparé au prix moyen des produits offerts sur le marché. Et puis c'est vrai qu'il faut faire un petit peu attention parce que si vous arrivez avec un prix trop haut, on ne va pas vous acheter à moins que vous arriviez à prouver une valeur. Si vous arrivez avec un prix trop bas, vous aurez de la peine à rentabiliser vos coûts de recherche et développement. Donc c'est vrai que le prix, le consommateur y est très sensible, il faut faire très attention, mais le prix est lié aussi au positionnement. Ça veut dire que c'est vraiment un jeu que vous devez faire quand vous allez définir ces positionnements, prix, gamme, etc. Et puis la gamme, vous pouvez la renouveler soit en l'extendant, en l'étendant plutôt, soit en la réduisant évidemment, soit en la modernisant, c'est-à-dire on garde ce qu'on a puis on modernise. Exemple, Rivella qui est régulièrement met un petit peu à jour. Ils font de l'extension en rajoutant des couleurs, hein. On a eu le rouge, le bleu, le vert, le mauve, etc. Soit on réduit, là je crois pas qu'ils aient encore réduit leur gamme. Par contre, ils modernisent régulièrement les recettes qu'on va trouver et ils font aussi parfois des collections éphémères qu'on va pouvoir retrouver aussi sur le marché. Alors, votre travail, qu'en est-il? Il s'agit par groupe de produits, donc les champignons, le souchet ou l'eau, de réaliser un prototype de packaging. Alors ça, c'est ce que vous allez faire sur ce cours-ci et celui de la semaine prochaine, en définissant le matériau et la forme. Alors c'est clair que si vous êtes sur des packaging carrés, rectangulaires, etc., vous allez trouver facilement des exemples sur Internet pour savoir comment ensuite décorer votre packaging. Vous allez nous donner la taille du contenant et combien de produits on va mettre à l'intérieur. Alors par exemple les centimètres du contenant et puis le volume qu'on pourra mettre à l'intérieur. Et puis la semaine prochaine, on travaillera sur le graphisme, les couleurs, le design pour chacune des faces. N'oubliez pas, il y en a beaucoup sur les packaging. Et ainsi que sur l'étiquetage, vous pouvez reprendre ce que vous avez donné les ingénieurs de technologie du vivant. Donc, ce que vous devez expliquer, c'est au minimum 2 fonctions techniques et 2 fonctions de communication. Ça, c'est ce qui sera dans votre PowerPoint. C'est très important. Donc, non seulement vous aurez fait un prototype, mais en plus, vous allez décrire vraiment de manière très spécifique 2 fois 2 fonctions. Et enfin, l'idée, c'est que vous nous parliez un petit peu de la gamme de votre produit, combien d'arômes ou combien de tailles, ou etc. Dans quel univers va s'inscrire en fait votre. Donc le format de ce que vous allez faire, donc la première chose c'est d'essayer de réaliser ce prototype avec des emballages existants. Vous allez soit coller des choses dessus, soit vous pouvez prendre un format qui existe en version vide, par exemple un cube déplié sur internet, et puis vous allez colorer les faces. Ce que vous devez nous rendre à nous, c'est vraiment la présentation PowerPoint avec une image qui représente votre packaging et puis les choix que vous avez faits au niveau des fonctions, mais également au niveau de l'étiquetage et de la gamme. C'est important que vous alliez jusqu'au bout. Pour les dates, alors il s'agit entre le 22 et le 25 de faire l'inspiration et la réflexion autour de votre packaging, quel format, etc. et quels matériaux. Le 29 mars, 1er avril, pour les étudiants à plein temps, la fabrication. Il faudra fabriquer, décorer votre packaging, faire des photos.
Et puis, vos travaux, alors on vous a mis les dates après les vacances de Pâques, soit le 12 avril pour les étudiants en emploi, ce qui fait le 15 avril à midi pour les étudiants à plein temps. Voilà, je vous souhaite un tout bon travail.